Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue sur cette e-rencontre mensuelle de l'habitat participatif. Merci pour votre patience, on attendait que les personnes se connectent au fur et à mesure. Juste une petite mention technique, on vous l'avait remis dans le mail de confirmation, mais on vous remercie de bien garder vos micros coupés pour ne pas créer d'interférences. Et puis, il y a un outil de discussion sur lequel vous pouvez nous faire vos petits commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs à nous dire si tout est OK pour vous, si vous nous entendez bien, si vous voyez le support à l'écran. Donc moi, je suis Audrey Lemercier, je suis en charge de l'animation et d'information logement à la Maison de l'Habitant. La Maison de l'Habitant, c'est un guichet d'information pour les habitants de Nantes Métropole sur toutes les questions du logement. Et dans ce cadre, nous renseignons aussi sur la thématique de l'habitat participatif. Dans ce cadre-là, nous organisons chaque mois une rencontre mensuelle de l'habitat participatif. Je sais que certains d'entre vous commencent à être des habitués de ces rendez-vous. On est encore sur un format en ligne normalement pour, on l'espère, le dernier mois. En tout cas, on vous remercie vivement pour votre présence ce soir. Et connecter avec nous nos intervenants. Ce soir, on est vraiment sur une thématique parole d'habitants. Donc l'objectif, ça va être à nos 2 collectifs présents de témoigner et d'être dans l'échange, dans l'interaction avec vous. Je sais que plusieurs d'entre vous qui sont connectés ce soir font aussi partie d'un collectif. Donc je pense que vous avez cette envie d'être en interaction, en échange et qu'on puisse répondre à vos questions. Les questions qu'on peut se poser, hein, c'est d'ailleurs comment se sont constitués les collectifs, quelles sont les valeurs qui sont partagées, comment le collectif a pu cheminer, où sont les projets, quels sont-ils? Voilà, les questions sont assez nombreuses et nos témoins de ce soir vont essayer d'y répondre dans la mesure du possible. Donc avec nous, il y a le collectif des Ruches qui va être représenté par Nathalie. Bonsoir Nathalie. C'est un projet qui est donc situé en plein centre-ville de Nantes, sur l'île de Nantes. Et le collectif a pu emménager dans les lieux il y a quelques mois. Donc voilà, ça va être les premiers ressentis, les premiers témoignages. Il y a aussi le collectif du Champ Libre qui est situé sur Clisson, représenté ce soir par Mathieu et Françoise. Là, on est sur un projet en cours de montage avec un statut de coopérative d'habitants dont le permis de construire a été déposé assez récemment. Moi, je ne vous en dis pas plus puisque nos intervenantes ce soir vont vous donner tous les détails. Et donc connectée avec nous, Florence Rousselot, qui travaille pour l'association Les Cohabitants, que vous connaissez peut-être déjà aussi, qui est régulièrement présente sur les rencontres mensuelles de l'habitat participatif. L'association accompagne vraiment les habitants et les collectifs tout au long de leur projet. Donc Florence pourra aussi apporter un peu son expertise et répondre à des questions si vous en avez. Marie Demanès, chargée de mission habitat participatif pour Nantes Métropole, est également connectée. Et Élodie Varin, avec qui vous êtes peut-être en contact, puisque c'est elle qui vous renseigne au sein de la Maison de l'Habitant sur les thématiques habitat participatif. Elle sera avec nous et en lien sur le chat. Donc voilà, elle pourra vous partager des liens vers des sites internet, des ressources qui viendront compléter un petit peu le propos de ce soir. Donc il est quasiment 18h30 passé, on est ensemble jusqu'à 20h. Je vais juste vous rappeler brièvement ce qu'est la Maison de l'Habitant et puis Marie parlera de l'initiative métropolitaine pour introduire. Et puis après, on rentrera directement dans le vif du sujet avec les 2 témoignages de ce soir, des 2 collectifs. Et puis on fera quand même à la fin un petit point d'actualité sur les projets en cours. Voilà, comme je vous le disais, il y a l'outil de discussion, donc n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. On essaiera d'y répondre au fur et à mesure. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, en quelques mots brefs, la Maison de l'Habitant, donc on est situé entre la place Verne et la place Bretagne, en plein centre-ville de Nantes. On est ouvert à tout habitant de la métropole. On renseigne les habitants, mais aussi les professionnels, sur toutes les questions liées à l'achat, à la location, au logement social aussi, puisqu'on est aussi guichet d'enregistrement des demandes locatives sociales, à la rénovation. Tous ces thématiques sont portées et par la DIL, Agence départementale d'information pour le logement, et aussi par l'espace Conseil Faire. Et enfin, on a la thématique d'informer, puisque l'objectif est aussi de pouvoir vous informer et relayer les actualités en lien avec la politique habitat de Nantes Métropole, et notamment la thématique qui nous intéresse ce soir, l'habitat participatif. Et je vous ai indiqué quand même les réseaux sociaux aussi, si vous voulez suivre nos actualités. Et puis, je vais tout de suite laisser la parole à Marie Demanès, Nantes Métropole, qui va nous indiquer, qui va revenir en quelques mots sur l'initiative métropolitaine
lancé il y a déjà 4-5 ans. Bonsoir Marie. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Comme Audrey l'a présenté, l'initiative métropolitaine existe depuis 2016. Elle a été lancée par la métropole en fait pour développer des projets d'habitat participatif et faciliter son développement sur la métropole. C'est un des axes du programme local de l'habitat de la métropole pour une autre forme d'habiter. Et pour ce faire, la métropole a réservé 20 terrains dans le cadre de sa programmation pour du coup développer ce type de projet avec des configurations un peu différentes, soit portées et appuyées par un opérateur social, soit par des promoteurs, soit par des collectifs d'habitants eux-mêmes. Voilà, et donc ça fait effectivement 5 ans que l'on a développé cette initiative et puis on voit que au fur et à mesure de leur développement, les projets aussi essaiment au-delà de la métropole et tant mieux pour faciliter aussi le développement de ces projets partout. Voilà, je vous laisse la main. Et puis là, on a une cartographie en fait des projets qui sont existants, en cours et à venir. Il y a un livret qui existe, qui a été réactualisé et qui est disponible sur le site de la DIL et qui est disponible physiquement à la maison de l'habitant. Vous pourrez, si vous le souhaitez, vous en procurer sans problème. Et donc, qui présente l'ensemble des projets qui sont développés, pour certains, depuis un certain nombre d'années, puisque évidemment, il y avait déjà un vivier quand même présent d'initiatives locales pour le développement de l'habitat participatif. Je laisse Audrey. Merci beaucoup Marie pour ces éléments d'introduction. Donc, comme on vous disait, l'objectif ce soir, c'est que les collectifs puissent témoigner de leur parcours, de leur vécu. Donc, on va commencer tout de suite avec le projet des Ruches. Les Ruches Élige, situé en plein cœur de Nantes. C'est un projet qui est constitué de 15 logements en habitat participatif et puis qui a été livré sur l'année 2020 et le collectif a pu emménager il y a quelques mois. Donc, on va pouvoir écouter Nathalie, qui est une des habitantes du collectif, qui va pouvoir revenir un peu sur la constitution du collectif, sur tout le montage du projet, et puis nous faire aussi un peu ses premiers retours d'expérience depuis l'installation dans les lieux. Bonsoir Nathalie. Bonsoir, vous m'entendez? Tout à fait, on vous entend. Ok. Et on vous partage aussi là quelques petites images du projet et puis du groupe. Une image qui date un petit peu, mais on aura peut-être plaisir à en partager des plus récentes prochainement. Voilà. Elle date d'il y a, je pense, 3-4 ans. C'est ça, de 2016, je crois. Je vous laisse la parole, Nathalie. Et puis, surtout, n'hésitez pas à poser les questions que vous souhaitez à Nathalie, et puis on y répondra au fur et à mesure. Ok, donc Nathalie Nicarotaillot, je fais partie donc, du collectif des Ruches depuis maintenant 10, 12, 11 ans, on va dire, puisque l'aventure a démarré en 2010 avec quelques amis. Voilà, nous partagions à cette époque-là. Je fais un bref historique pour voir un peu comment le collectif s'est monté. Nous partagions à cette époque-là, nous étions voisins, donc habitant dans le même quartier, nos enfants allaient dans la même école, et nous partagions des jardins collectifs derrière la médiathèque, pour ceux qui connaissent, la médiathèque Jacques Demy. Voilà, et a germé l'idée d'aller plus loin dans cette idée de partage et donc nous nous sommes renseignés par des réseaux différents sur cette idée d'habitat participatif. On a participé, alors voilà, on a été accompagné pendant 2 ans par l'éco-habitant sur un projet avec un promoteur social, et donc ce projet n'a pas vu le jour puisque on en était aux prémices de l'habitat participatif à Nantes qui incluait peut-être un peu plus les institutions et les acteurs potentiellement voilà, qui pouvaient un peu aider les groupes d'habitants. Donc nous démarchions les élus, nous avons démarché aussi la ville.
Mais ce projet a avorté, le participatif n'étant pas entendu de la même manière par nous qui avions un peu voilà, travaillé la question aussi, mais les professionnels n'étaient pas encore très aguerris à cette idée de vraiment participatif. Donc ce projet n'a pas vu le jour. Et puis nous avons rencontré, donc nous étions montés à l'époque à 9 foyers. Et puis, donc, nous sommes retombés à quelques foyers, donc les foyers d'origine, quand ce projet n'a pas vu le jour. Nous avons rencontré ensuite, c'était en 2013, la coopérative MFLA, GHT, dont le directeur souhaitait voilà, se lancer dans ce type de projet et nous a proposé de répondre à un appel à projet avec lui qui se situe donc sur l'île de Nantes. Nous avons remporté cet appel à projet et à partir de ce moment-là, nous avons commencé à constituer le groupe, donc à communiquer sur ce groupe, à faire des réunions publiques dans des bars, à alerter un peu nos réseaux et petit à petit, le groupe est monté à 11 foyers assez rapidement jusqu'à, voilà, tout en travaillant avec le promoteur social sur voilà, sur la question du participatif, on a construit une petite charte entre nous pour savoir ce qu'on entendait chacun du participatif et ce à quoi on voulait de nous, habitants, participer, c'est-à-dire à tout. Donc, nous avons choisi ensemble les architectes, nous avons choisi ensemble un assistant à maîtrise d'ouvrage et en même temps, donc, on a contacté des futurs habitants, on a travaillé à faire croître ce groupe. Alors, sur des valeurs, bien sûr, je pense que les personnes qui viennent sur ce type d'habitat ou de projet à l'idée du collectif et, voilà, et on retrouve assez vite des valeurs qu'on partage. Hein, voilà, partager des espaces, mais aussi partager une expérience, vivre autrement. Et je pense que c'est un projet pour chacun qui a pris une dimension, on peut dire politique aussi. Hein, c'est comment on habite en ville actuellement. Il y a des insatisfactions, il y a à proposer, nous, en tant qu'habitants, voilà, de pouvoir en faire quelque chose, de pouvoir proposer une autre idée du voisinage, une autre idée du vivre ensemble en ville. Ce qu'on souhaitait, on avait aussi on souhaitait aussi ne pas quitter la ville. On souhaitait chacun, les 15 foyers, on travaille en ville. On n'avait pas envie d'utiliser la voiture. On avait envie donc on acceptait d'habiter dans du vertical. Voilà, donc il y avait ces valeurs aussi. Alors, écologique, dans les ruches, dans l'acronyme, il y a le mot écologique. L'écologie, elle se situe plus peut-être au niveau d'un point de vue social, parce que l'écologie, c'est pas que les fleurs et les arbres. Voilà. On n'a pas choisi tellement ni les matériaux, ni l'emplacement, ni la forme du bâtiment. Par contre, on a tenu, il était clair que le projet social, c'est-à-dire la question du lien avec les autres habitants du bâtiment, la question du lien entre nous, ça c'était une question primordiale qu'on a travaillé dès le début, dès les premières journées de travail avec tous les partenaires techniques et la ville. Nous-mêmes, nous avons travaillé sur notre propre groupe dans nos relations, comment on prend des décisions, comment on fait entre nous, comment on accueille les nouveaux arrivants, puisqu'il y a 3-4 foyers qui sont arrivés après la conception et après le dépôt du permis de construire, donc qui ont réceptionné des appartements qu'ils n'avaient pas conçus. Voilà. Donc, on a passé donc quelques années à se connaître, donc avec un rythme de réunion très soutenu quand même, depuis 2014, tous les 15 jours à peu près, avec des échanges
de mails entre nous, des échanges. On a convenu aussi d'une communication avec le promoteur social avec qui on était associés, donc GHC, et puis CDC Habitat, puisqu'il y a du logement social aussi dans ce bâtiment. Peut-être que je vous présente peut-être le bâtiment enfin, le projet global pour vous faire une idée. Nous sommes donc une quinzaine de 15 habitants donc, qui partageons des espaces communs entre nous 15, qui les achetons en commun, mais nous faisons partie d'une résidence de 100 logements. Et donc, avec 60 copropriétaires, nous sommes 60 copropriétaires et il y a 40 locataires. Donc, nous sommes aussi partenaires de CDC Habitat, donc, qui a accueilli les locataires. Voilà, donc comment continuer? Est-ce qu'éventuellement, vous pouvez nous parler un peu du bâti, du projet en tant que tel? Comment s'est fait aussi un peu la répartition des espaces communs? Quel choix vous avez fait sur les espaces communs? Alors, tout ça s'est décidé lors de 5 journées de travail participatif avec tout le monde, alors qui rassemblait peut-être une trentaine de personnes. À chaque fois, 5 journées avec des thématiques sur, bien sûr, on a commencé sur l'emplacement, où est-ce qu'on se met. Donc, ça, c'est vraiment essentiel, hein, ce travail collectif c'est vraiment essentiel. Donc, on a eu ces 5 journées-là. Alors, ça s'est fait assez facilement, on va dire, puisque les assistants à maîtrise d'ouvrage ont des techniques voilà, pour que chacun s'y retrouve aussi, pour que chacun soit écouté. C'était vraiment des journées de travail très denses, mais très riches, et qui ont vraiment abouti, alors voilà, premièrement à savoir où est-ce qu'on allait se situer. Nous, on a préféré se situer tous sur une aile du bâtiment, donc on est tous concentrés du rez-de-chaussée jusqu'au 5e étage, avec des duplex, avec des coursives pour desservir les entrées des bâtiments, et puis des balcons. Chaque appartement a un balcon aussi donnant sur le sud. Et puis à côté, sur le bout de la coursive, il y a aussi les autres copropriétaires. Voilà, la tour, peut-être si vous voyez dans le visuel, la tour émergente, c'est là où se situent les locataires. Donc voilà, il a fallu qu'on pense donc en même temps nos propres espaces communs, où est-ce qu'on avait situé. Donc ils sont tous situés dans cette partie du bâtiment, les nôtres, dans la partie où on habite. Mais il fallait aussi penser en même temps, voilà, comment on va rencontrer nos autres voisins, les locataires, les autres copropriétaires. Donc, penser les circulations, penser voilà, les entrées pour qu'on puisse se rencontrer et non pas qu'on se retrouve, nous, dans une aile du bâtiment, à vivre notre petite vie dans notre habitat participatif. On souhaitait dès le départ déjà être inclus dans un ensemble plus vaste, et puis essayer de travailler cette deuxième dimension du participatif, c'est-à-dire comment on fait avec les autres. Et donc le promoteur social a souhaité dès le départ aussi, lui, permettre qu'il y ait du participatif qui s'installe, en concevant aussi des espaces communs pour l'ensemble de Zélige, donc du bâtiment. Donc, nous avons, 3 espaces communs que nous avons achetés ensemble, qui sont des prolongements de nos appartements. Nous avons une chambre d'amis, dans laquelle je suis d'ailleurs, pas tranquille. Et puis, nous avons une salle commune au 5e qui donne sur une terrasse commune au 100 logements. Et nous avons une buanderie qui se situe au 3e étage. Voilà. Et puis, pour l'ensemble de la résidence, il y a 2 espaces communs en rez-de-chaussée qui donnent sur un cœur d'îlot, donc il y a un espace bricolage. C'est en cours on est en train de penser les usages là, avec les autres habitants. Il y a une salle commune qui donne sur le cœur d'îlot et il y a aussi une salle commune qui donne sur la terrasse du 5e, qui est accolée à la nôtre. Voilà.
Voilà un petit peu pour, je ne sais pas si c'est très clair, c'est pour l'ensemble un peu donc il a fallu travailler en même temps nos espaces, notre groupe, et en même temps penser à l'ensemble de la résidence, nos autres voisins qui allaient arriver plus tard, mais qui étaient censés, enfin, normalement être au courant, voilà, que ce bâtiment allait aussi permettre une vie participative et de s'impliquer aussi dans un voisinage un peu, voilà, en voie d'expérimentation. Justement, pour faire un petit peu le lien, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur, votre installation justement au sein du projet, sur votre emménagement il y a quelques mois qui en plus a fait suite à une période, un peu particulière avec le confinement aussi qu'on a connu? Comment après s'est créé le lien avec les habitants des logements qui n'étaient pas en habitat participatif? Est-ce que vous pouvez nous faire un premier ressenti, un premier retour? Alors, oui, alors nous avons emménagé en juillet-août. Alors, il y a eu des aléas, en plus des aléas de chantier, puisque nous avons notre plombier qui nous a fait faux bond en juillet 2019, donc qui a retardé le chantier. On a pris 1 ou 2 ans de retard quand même dans le tout. Donc, le plombier a retrouvé, donc l'emménagement a été, enfin voilà, c'était pas sûr du tout qu'on emménage cet été, donc ça a été la bonne surprise en mai quand on nous a dit bah, c'est pour cet été. Donc là, ça a été, voilà, c'était enfin l'aboutissement de 10 ans de travail quand même en tout. Donc, alors, pour vous dire les impressions, on a emménagé donc en plein été et on a eu l'impression pendant 1 mois de vivre en camping. Ça a été vraiment la surprise de se croiser tous les jours avec les voisins, nos voisins, voilà, on s'était rencontrés pendant 5 ans en réunion, on se connaissait d'une certaine manière, mais voilà, on a appris à se découvrir. Ça a été assez surprenant comme sensation et vraiment réjouissant de voir avec quelle facilité voilà, ça se faisait. Et petit à petit, donc on avait commencé aussi à anticiper comment on va utiliser les espaces, est-ce qu'on pose des règles, voilà, comment on fait. On est parti, on avait commencé à travailler ça voilà, l'année précédente, à reposer un peu les choses, puisqu'il y avait eu quelques tensions dans le groupe, sur voilà, des tensions normales en fait, sur l'usage des espaces. Hein. Comment on réserve la chambre d'amis, est-ce qu'on peut la mettre en Airbnb, est-ce qu'on peut… voilà, voilà. Et il a fallu réajuster un peu les valeurs. Donc, on a décidé en fait des espaces, de comment on allait faire. Ce qui fait que quand on est arrivé, on a tout de suite été en phase d'expérimentation. On s'est dit de toute façon, on expérimente pendant 1 an. La salle commune au 5e, c'est une salle qui est le prolongement de notre salon, qui est commune tout le temps. Elle n'est pas privatisable, sauf bien sûr, on peut recevoir ses amis, sa famille, mais voilà, elle est ouverte tout le temps. La chambre d'amis, bien sûr, elle est privatisable puisque c'est pour recevoir chacun nos amis, notre famille, etc. Avec un planning de réservation, avec voilà, des discussions sur… Bon, ça se fait vraiment facilement en fait. Après 8 mois, 9 mois d'usage là, on se rend compte que ça se fait vraiment facilement. On a abordé la question bien sûr du budget, des charges, puisque donc, il y a des charges inhérentes à la copro, mais il y a des charges aussi qui sont inhérentes à notre propre, à nos usages de nos espaces communs. Donc il y a eu un budget prévisionnel de fait. Voilà, on a établi un prévisionnel, un compte en banque, etc., etc. Et bon, j'avoue qu'il n'y a pas, voilà, les tensions qu'il peut y avoir se régulent. On a une réunion par mois environ, mais on n'arrête pas de se voir aussi, puisque les confinements successifs ont fait que on s'est retrouvés finalement dans cette résidence à se voir beaucoup. Voilà, donc on s'est vu pas mal, on a partagé pas mal de repas, ça se fait spontanément, ça se fait au fur et à mesure. Voilà, il y a l'usage de la buanderie, on est en cours d'aménagement des espaces, on a
globalement fini, mais il faut bricoler encore. Il y a des bricolages qui se fait spontanément aussi. On a un WhatsApp, on a un groupe WhatsApp en plus de se croiser, voilà, pour s'avertir des réservations des salles, etc., etc. Voilà, donc on a vécu ces confinements finalement de manière assez tranquille, on va dire, puisque voilà, on s'est dit qu'on était confinés ensemble avec nos voisins, donc on a continué à se voir et il y avait des soirées ciné. Voilà, dans l'attente de pouvoir aussi, dans l'attente de pouvoir aussi rencontrer vraiment nos autres voisins de la résidence. Alors, on avait commencé à faire un apéro, proposer des choses pour qu'on se croise en bas pour parler du compost, parler du poulailler, voir un peu qui était partant pour prendre en charge ces choses-là. Donc, ça s'est arrêté lors du confinement d'octobre-novembre, là. Et puis, ça a repris en janvier, donc, à raison d'une réunion par semaine, tous les jeudis soirs. Ceux qui souhaitent s'impliquer dans l'usage des espaces communs au sang se retrouvent. Donc, il y a des locataires, il y a des copropriétaires, il y a des gens des ruches, pour discuter des usages donc des autres espaces communs qui ne sont pas encore ouverts. Donc voilà, nous avons une assemblée générale en juin pour pouvoir avoir accès finalement enfin à ces autres espaces communs qui nous permettent des rencontres un peu plus poussées avec nos autres voisins. Justement, Voilà. ça répond à quelques questions qui étaient tombées dans le chat justement entre deux sur l'utilisation notamment des salles communes. Et alors, excusez-moi, il y a une petite interférence, je ne sais pas si c'est un Alors, c'est mon téléphone, excusez-moi. Ok. En tout cas, pour les personnes là qui nous écoutent, n'hésitez pas à ouvrir l'outil de chat, hein, comme on disait au début. Élodie vous a déjà partagé pas mal de liens vers des documents divers. Donc Nathalie, il y avait une question complémentaire de Françoise qui demandait quelles étaient les surfaces des logements, le plus petit, le plus grand. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu des typologies de logements? D'accord. Alors, les surfaces, ça va alors le plus petit fait une cinquantaine de mètres carrés, et le plus grand fait 100 mètres carrés. Voilà, et ça, voilà, il y a eu un premier travail d'élaboration avec les architectes et avec l'assistante la maîtrise d'ouvrage sur nos besoins, nos budgets. Et puis ensuite, il y a eu la proposition des architectes en fonction aussi de la situation de où on souhaitait être rez-de-chaussée, premier, deuxième, quatrième. Ça s'est fait, voilà, il y avait des souhaits de personnes qui voulaient être au rez-de-chaussée, d'autres, voilà, donc ça s'est fait tout seul. Donc oui, voilà, 50 mètres carrés, il y a des duplex. Donc chaque appartement, parmi les 15 là, est différent, vraiment très différent. Puisqu'il y a des appartements dans lesquels on rentre au niveau du salon et les chambres sont à l'étage en dessous. Il y en a d'autres où les chambres sont à l'étage au-dessus. Il y a des appartements de plein pied. Voilà, il y a toutes les configurations. Et puis les appartements du rez-de-chaussée ont 3,50 m de hauteur. Donc il y a des mezzanines qui ont été installées. Voilà, ça double un peu les surfaces. Merci beaucoup pour ces éléments complémentaires. On est d'accord, le collectif est au complet à l'heure actuelle, là, à quasiment 1 an de l'emménagement. Oui, complet, oui. Vous parliez justement que vous alliez vous laisser voilà, l'année après l'installation dans les lieux. Est-ce qu'il y a déjà des évolutions sur des modes de gestion, sur l'utilisation des communs? Est-ce qu'il y a déjà des choses qui se profilent là, à quasiment 1 an, on n'y est pas encore tout à fait, mais quasiment 1 an après l'installation? Est-ce que vous avez déjà des réflexions, des choses qui vont évoluer ou qui vont évoluer? Alors là, c'est vrai que le temps de l'habitation n'est pas le temps du… Pour le moment, on expérimente, on s'aperçoit que ça fonctionne plutôt bien dans les usages. On va cependant faire un bilan enfin, je ne sais pas trop quand, mais voilà, après l'année écoulée, on va se poser un peu pour voir si ça fonctionne.
Mais on est encore en cours puisqu'on est en expérimentation, on est encore en cours au fur et à mesure, on s'aperçoit de ce qu'il faut faire, donc on installe des choses. Par exemple, le ménage des espaces communs. Il a fallu revoir un petit peu voilà, comment on fait. Bien sûr, on nettoie après chaque passage ou chaque repas dans les espaces communs ou quand on reçoit une personne dans la chambre d'amis, par exemple, mais oui, sauf que à un moment donné, il faut faire un ménage un peu plus conséquent, puisqu'il y a quand même beaucoup de passages. Comment on fait? Donc là, on a décidé qu'on faisait des binômes par mois. Bon, ça ne marche pas trop pour moi. Il va falloir revoir peut-être ça. Des binômes pour faire un ménage de fond, voilà, pour voir un petit peu s'il y a tous les produits qu'il faut, etc. Les papiers toilettes, le liquide vaisselle, etc., etc. Il a fallu revoir aussi en cours puisqu'il y a eu, voilà, avec les confinements, tous nos ados, enfants ne pouvaient pas, enfin, les ados surtout, n'étaient pas sur l'extérieur, donc il fallait qu'ils soient à l'intérieur. Donc, comment ces ados ou jeunes adultes accèdent aussi aux espaces communs? Comment on les fait, on les intègre, puisque bien sûr, depuis plusieurs années, ils nous entendent parler, ils n'ont pas assisté tellement aux réunions, mais voilà, comment eux-mêmes prennent possession des valeurs du groupe, même s'ils en ont bien sûr une idée, hein, puisqu'ils vivent avec nous, mais voilà, et l'usage, comment on les responsabilise, etc. Donc ça, on fait des réajustements au fur et à mesure. On a des réunions où on se fait une réunion voilà, qu'on décide comme ça pour parler de tel sujet, parce que la problématique émerge à ce moment-là. Et puis, il y a discussion, il y a des décisions qui sont prises, voilà. Donc, ça se fait vraiment au fur et à mesure. On s'est donné la possibilité de le faire comme ça, avant d'installer des règles fixes. Donc là, par exemple, si il y a une règle qui est arrivée, donc avec justement les fêtes des ados, puisque ça pouvait gêner des voisins. Alors, on a un problème aussi technique actuellement, donc, qui est en cours j'espère, de règlement, puisqu'on a des problèmes acoustiques qui ne nous permettent pas d'utiliser les espaces communs, même la terrasse, de manière dont on avait souhaité le faire. Donc voilà, donc là pour le moment il faut faire attention au bruit, et donc on a décidé que la salle commune, on ne pouvait pas y être après 11 h, après 23 h le soir, et que les ados devaient respecter ça. Voilà. Donc ce sont des petites règles comme ça qu'on peut le faire à mesure, mais il n'y a pas de règlement intérieur établi rigide. On ne voulait pas de ça. Justement, en parlant de moments aussi un peu collectifs, il y a une question de Christine dans le chat qui demande si, en dehors de ces temps de réunion, vous parliez des réunions plutôt mensuelles, est-ce que vous avez des moments tous ensemble que vous partagez? Ah tout le temps en fait, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas en fait. Ça n'arrête pas, mais en même temps, on peut aussi ne pas y participer. Donc, je vous ai parlé du cinéma. Donc, tous les mardis soirs, c'est institué comme ça. Tous les mardis soirs, il y a cinéma possible, donc avec un vidéoprojecteur dans la salle commune. Je pense que jusqu'à présent, il n'y a pas eu un seul mardi où il n'y a pas eu cinéma. Donc, monte qui veut. Chacun propose des films. Là, il y a les anniversaires du mois de mai, donc il y a une fête bientôt. Enfin, je pense que tous les week-ends, il y a quelque chose en fait de prévu. Il y a de plus en plus de choses de prévues aussi avec les autres voisins, puisqu'il y a l'usage de ces espaces communs, ces autres espaces communs à penser. Donc ça, c'est bien agréable aussi de rencontrer d'autres énergies, et il y en a, hein, il y a des énergies, même voilà, des personnes qui sont arrivées dans le bâtiment en connaissant le projet, d'autres qui ne savaient pas trop de quoi il s'agissait, mais en tout cas, il y a des énergies sur lesquelles qu'on va pouvoir partager. Donc oui, on partage plein de moments, ça se fait vraiment tout simplement. On partage les machines à laver, les aspirateurs, quand on a besoin. Alors ça, c'est super aussi pour partager les outils, partager les savoir-faire, partager tout un tas de trucs. En fait, c'est hyper facile, hein. C'est vraiment très agréable. Merci beaucoup pour cette réponse.
N'hésitez pas si vous avez encore quelques questions avant que nous donnions la parole à Françoise et Mathieu pour le projet de Clisson. N'hésitez pas si vous avez encore des questions pour Nathalie. Alors c'est vrai que depuis le début, on parle du collectif. Peut-être là, est-ce qu'en quelques mots, en quelques minutes, vous pouvez nous parler un petit peu des profils? Est-ce que ce sont beaucoup des familles, des couples, des personnes seules? Qui constitue ce collectif d'habitants sur ces 15 logements? Alors, il y a des familles, il y a des familles papa, maman, les enfants, il y a des familles maman, les enfants, il y a 2 célibataires, voilà, il y a un peu tous les profils. Voilà, famille monoparentale, voilà, il y a un peu tout. Mixité et un caractère aussi intergénérationnel. Enfin, quelle est l'amplitude d'âge, on va dire, des habitants, du coup, des logements? Alors, je crois que je suis la plus âgée, j'ai 53 ans. Et les plus jeunes, c'est un jeune couple qui a 2 enfants, dont le dernier est né après avoir emménagé, quelques jours après avoir emménagé. Donc, le premier bébé Zélige. C'est le premier bébé Zélige. Voilà, et ils ont la trentaine, 27. Ok, super. Écoutez, merci beaucoup Nathalie pour tous ces éléments et puis pour cet éclairage. C'est toujours intéressant aussi d'avoir le retour après installation. Je pense que vous restez encore un petit peu avec nous. Donc voilà, si jamais il y a des questions, n'hésitez pas. Pour pas que vous soyez surpris, je vais juste couper le partage d'écran, puisque du coup, dans un deuxième temps, on va laisser la parole à Françoise et Mathieu. Et donc, c'est Mathieu qui va en direct vous partager un support de présentation qu'a préparé le collectif de Clisson. Bonsoir Françoise, bonsoir Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous deux. On Mathieu, voit je qu'il y vous a un laisse écran noir, c'est pas très partager. sympa. On va vite mettre le support. D'accord. Merci à tous en tout cas pour votre présence. Donc le projet Le Champ Libre sur Clisson. Donc là, voilà, on passe sur un deuxième projet un peu différent, qui est d'ailleurs en cours de montage, avec un statut de coopérative d'habitants. Et je crois que c'est Françoise qui commence et qui va vous présenter un petit peu le projet. Oui. Alors moi, je vais vous présenter comment ce projet s'est monté, puisqu'on est en autopromotion. Il n'y a pas de bailleur social. Donc, je vais vous raconter une histoire. Il était une fois Blanche-Neige qui vivait dans une chaumière avec son prince charmant. La progéniture de notre Blanche-Neige avait quitté la demeure et elle trouvait cette chaumière bien trop grande pour deux. Alors, avec son prince charmant, elle décida d'aller chercher les 7 nains pour imaginer une chaumière partagée. Elle y trouva facilement les nains, qui étaient des amis. Mais au fil des jours, les nains quittèrent l'idée de chaumière partagée, ayant bien des chantiers à conduire ailleurs. De nature volontaire, notre Blanche-Neige et son prince charmant décidèrent alors d'organiser un rassemblement à l'orée de la forêt, espérant trouver des compagnons de route pour cette chaumière partagée. Finalement, des schtroumpfs sortis des bois sont venus à ce rassemblement et trouvèrent l'idée géniale. Et ainsi, un petit groupe se créa, composé de Blanche-Neige, son prince, de 2 schtroumpfs et 4 schtroumpfettes. Ils commencèrent à se réunir pour préciser ce qu'ils avaient envie de faire dans cette chaumière partagée. C'est ainsi que fut écrit le parchemin de vie. Et hop, comme d'un coup de baguette magique, tous furent transformés en lutins et le champ était libre pour partir à l'aventure de la chaumière partagée. C'est bien joli, mais à 8, il va falloir trouver d'autres lutins pour construire cette grande chaumière. Alors, ni un ni deux, nos lutins réorganisèrent 1, 2, puis 3 rassemblements publics à l'orée de la forêt. Ils avaient tout prévu. En cas de pluie, ils pouvaient se rabattre dans une pièce du château appartenant au seigneur de la forêt, car ils avaient créé une confrérie de lutins. On appelle cela aujourd'hui association. C'est ainsi que des lutins sont venus rejoindre le groupe. Certains sont repartis. Et oui, ils avaient d'autres chantiers où ils préféraient avoir leur petite chaumière à eux. Toutefois, il resta une équipe de lutins motivés. Il fallait leur trouver un endroit pour construire la chaumière. Pas facile,
car le seigneur de la forêt avait peu de lopins de terre à proposer. Mais qu'à cela ne tienne, parmi nos lutins, nous avions des Robins des Bois. Ils sont retournés voir le seigneur de la forêt. Après insistance, il accorda un petit lopin de terre. Nos lutins se rendirent compte qu'ils avaient besoin de conseils pour imaginer vivre dans ce lieu. C'est alors qu'il fit la rencontre avec un petit chaperon rouge. Il portait un nom bien étrange, ce petit chaperon rouge, et les lutins avaient du mal à le prononcer. Il disait s'appeler l'éco-habitant. Ce fut une belle rencontre, car il est venu nourrir le projet de chaumière partagée avec son panier bien rempli. Notre chaperon rouge éclaira nos lutins pour voir si ce lopin de terre pouvait convenir. Mais il était bien trop petit pour construire la chaumière partagée. Et puis, ce lopin était dans un terrain tout nu, pas d'arbres et des tas de détritus. Ne trouvant pas non plus de nouveaux lutins pour grossir la confrérie, ils décidèrent d'abandonner cet endroit. Déçus, nos lutins Robins des Bois ne baissèrent pas les bras. Ils allèrent poser leur regard sur chaque petit lopin qui semblait inoccupé. Un jour, ils tombèrent sur un lopin près de la gare à carrosse électrique. Chouette, le projet de chaumière partagée va pouvoir se faire là. Mais le seigneur de la forêt mit son veto. Quelques semaines plus tard, après avoir arpenté chaque chemin, chaque espace retiré de la forêt, des lutins tombèrent sur des fées, rayonnantes malgré leur âge. Les 4 fées, appelées les sœurs de l'Espinouse, vivaient dans un endroit bucolique et se demandaient comment elles allaient pouvoir continuer à vivre ici, où les dénivellations de la forêt et de la demeure devenaient un problème pour leurs jambes fatiguées. L'entretien du lieu était bien trop lourd à supporter. Ce fut une rencontre magique entre nos lutins et nos fées de l'Espinouse. Une chaumière partagée allait pouvoir se faire dans ce lieu. Nos lutins sollicitèrent alors une équipe de gnomes appelée Atelier Cartouche pour les aider à imaginer leur future demeure. Ces gnomes étaient des génies de la construction. Pendant une année, nos lutins et nos fées, aidés des gnomes, ont travaillé d'arrache-pied pour imaginer cette chaumière. Et enfin, depuis quelques lunes, le parchemin avec les plans de la future chaumière est déposé auprès du seigneur de la forêt. Mais les lutins ont encore quelques embûches à dépasser. Ils savent qu'un méchant loup veille tout près pour que cette chaumière partagée ne puisse jamais voir le jour. Malgré tout, nos fées lutins croient en leur magie pour concrétiser ce trésor constitué depuis 6 ans. Voilà l'histoire de notre groupe et de sa constitution. Merci beaucoup, Françoise, pour ce beau conte. Belle entrée en matière. Mathieu, je te laisse la main pour continuer. Oui, je vais prendre la suite. Alors, je vais peut-être vous faire moins rêver. Je vais revenir un peu dans le concret sur comment ça s'est monté. La première étape fondatrice de notre projet pour nous, c'est on a créé une charte en fait pour savoir ce qu'on voulait parce que l'habitat participatif, tout le monde a plein d'idées, tout le monde veut plein de choses, mais on s'est dit est-ce qu'on veut la même chose? Donc je vais pas vous la présenter en détail, mais ce premier acte a été important, que chacun a pu exprimer ses besoins prioritaires. On peut pas tout faire dans l'habitat participatif et ça nous permet d'accueillir les nouveaux en s'appuyant là-dessus. Ça nous permet aussi, quand on a des décisions difficiles à prendre ou qu'on n'est pas d'accord, de revenir sur cette charte, revoir si ça correspond à nos valeurs et ça peut nous aider à avancer. Donc comme on l'a eu dans le conte, ce qui nous a pris quelques années, c'est de trouver un terrain puisque, le projet est né d'habitants de Clisson qui voulaient rester à Clisson et la contrainte, de départ, c'était d'être, à moins de 5 ou 10 minutes à pied des commerces et de la gare, du centre-ville de Clisson. Ce qui fait que ça limitait le périmètre de recherche, heu et un difficile équilibre à trouver entre le coût et le groupe. On avait un premier terrain qui était abordable, mais ça n'attirait pas les gens, donc ça ne fonctionnait pas. On a pu voir des fois des terrains passer, qui auraient pu attirer beaucoup de monde, mais qui coûtaient trop cher. Sachant qu'on avait pour, idée, qu'on a tenu presque jusqu'au bout, d'accueillir tout le monde, peu importe les revenus, peu importe les apports. Sauf sur les tout derniers qui sont arrivés où on a dû, avoir quelques minima, sinon on avait ça à cœur aussi. Donc après, quelques années, de recherche, c'est en 2018 qu'on rencontre, les sœurs, la congrégation des sœurs de Sainte-Marie de Torfou, qui ont une grande propriété dans le centre-ville de Clisson
magnifique, idéalement situé, mais trop cher pour nous. Et là, la bonne idée qui a été proposée par une personne qui nous accompagnait à l'époque, ça a été d'intégrer les sœurs dans le projet, donc les intégrer financièrement, puisqu'on ne pouvait pas s'acheter le terrain entièrement, et humainement. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on leur achète le terrain, mais elles vont rester sur place, elles participent au projet, et donc elles investissent une partie de l'argent qu'on leur verse dans la coopérative. Donc depuis 2018, on travaille à ça. Le site de l'Espinose à Clisson, c'est une grande bâtisse qu'on voit un petit peu ici sur les photos, bien trop grande pour 4 sœurs à l'époque, 3 aujourd'hui, qu'on va rénover, et un terrain constructible qu'on peut voir en petite partie ici, là devant leur potager, de un peu plus de 1000 mètres carrés. Et puis après, un grand parc arboré qui descend en bord de Sèvres. Le choix qu'on a fait, c'est de se monter en coopérative. Donc on est en SAS coopérative. Alors je ne sais pas où en sont les gens aujourd'hui sur ce montage. C'est-à-dire qu'on n'est ni propriétaire ni locataire. Enfin, on est entre les deux. En fait, je vais essayer de faire très simple. Les habitants ont des parts sociales dans la coopérative, donc sont propriétaires d'une certaine façon de la coopérative. La coopérative fait l'emprunt, est propriétaire du bien, et nous, habitants ensuite, allons être locataires de cette coopérative. Donc on va payer une redevance mensuelle en tant que locataire. Ce statut, ça nous permet en coopérative de limiter l'inflation immobilière. On ne souhaitait pas que des gens puissent acheter pour revendre, puisqu'on est idéalement situé. L'habitat, ça coûte déjà très cher. Donc voilà, dans ce statut, on limite ça. On est aussi solidaire, puisque les apports de chacun ne sont pas liés à la surface des logements. Chacun amène ce qu'il peut, chacun paye ce qu'il peut, même mensuellement. Et ensuite, à partir du moment où l'ensemble permet de rembourser le prêt, ça permet plus de solidarité. On pourra revenir après s'il y a des questions sur ce principe de coopérative. Je voulais vous parler aussi un petit peu de notre fonctionnement. Donc, on a une association, Françoise en a parlé tout à l'heure, qui existe depuis longtemps, qui est bien pratique, qui nous permet d'utiliser des salles de la mairie, d'organiser quelques événements, potentiellement d'avoir quelques subventions. Et on a la coopérative qui est montée depuis un peu plus d'1 an, qui va nous permettre là d'avoir la structure juridique pour faire l'emprunt, pour louer les logements. On se réunissait au début une fois par mois, puis une fois tous les 15 jours, puis toutes les semaines, notamment en 2020, parce qu'il y avait beaucoup à faire, tout le travail avec les architectes, tout le travail de conception. Et là, on est repassé à tous les 15 jours. Et puis, on s'est partagé le travail aussi en commission, puisqu'on est 11 foyers, on est une vingtaine d'adultes. On ne peut pas tout faire et tout décider tous ensemble. Donc, on a des petites commissions de travail sur les différents thèmes, sur la construction, sur le juridique et financier. On a la com cherche Pépette qui nous cherche des subventions. On a une commission de groupe. J'en oublie, il y en a d'autres. Hein. Mais ça nous permet de nous répartir un peu mieux le travail et aussi en fonction des compétences ou appétences de chacun pour certains thèmes. Le Covid nous a bien compliqué la tâche, puisque les réunions qu'on faisait ensemble, qui étaient avec beaucoup de bonne humeur, avec des repas et des boissons partagées, se sont transformées en visio, ce qui peut être un peu plus fatigant et un peu moins festif. Donc on est pressé de pouvoir se retrouver un peu plus humainement, tous ensemble. Et puis Mathieu, je me permets juste, parce qu'il y a une petite question dans le chat avant qu'on l'oublie, une question de Béatrice qui demande quel est votre bureau d'études. Notre bureau d'études, alors l'architecte, c'est l'atelier Cartouche. Le bureau d'études précisément, je ne sais plus. Je pourrais vous retrouver l'info rapidement après. Et on a le bureau d'études On Street Home pour une partie environnement, et puis l'autre, j'ai oublié. Wapaille Ingénierie. Voilà. Pour la partie bâtiment. Voilà.
Merci pour ces précisions. Vous parliez tout à l'heure de la charte. Oui. Béatrice demandait aussi éventuellement s'il y avait possibilité de partager cette charte. Bien sûr, elle est sur notre site. On vous remettra le lien. On a un petit site web et la charte est dessus. Ça peut. Élodie va le partager en direct dans le chat. Accès libre, hein, si vous voulez vous en inspirer, pas de souci. Et Merci. puis voilà, pour terminer avec le programme, donc on est 11 logements avec la particularité d'accueillir une communauté de 3 sœurs, donc qui vont être dans la partie neuve pour des questions d'accessibilité. La maison va être rénovée en 3 duplex, la maison existante, et une construction de 8 logements neufs. Des espaces communs, on va dire du classique dans l'habitat participatif, hein, salle commune, buanderie, jardin, atelier, local vélo, chambre d'amis. Un habitat qui va être type intermédiaire, c'est-à-dire qu'on est sur un R+1+2, donc en fonction des bâtiments. L'envie d'ouvrir sur l'extérieur la salle commune et la communauté des sœurs a un petit oratoire qu'elle ouvre aussi au public. Des logements accessibles, 9 logements en PLS, donc qui peuvent être considérés comme logements sociaux, pardon. Et puis voilà, un site magnifique avec beaucoup d'arbres, beaucoup de verdure qu'on va essayer de protéger et respecter du mieux possible. Et je repasse la parole à Françoise pour nous parler un peu plus du côté humain du groupe. Alors, tu avances, ouais, voilà, ça c'est bien. Parce que la question, c'est comment, avant de vivre ensemble, on partage. Mathieu a oublié peut-être de dire qu'on communique aussi beaucoup. On a un outil qui est vraiment un outil de partage pour nous, c'est Slack. Hein, ça nous permet à la fois d'être dans des échanges généraux, des plénières, des commissions. Donc ça, c'est vraiment un très bon outil pour nous. Et donc, en dehors des réunions des commissions, on a essayé depuis, parce que ça fait maintenant 6 ans qu'on chemine, il y a des temps conviviaux, on essaie d'organiser des dimanches, des samedis ensemble. Là, on voit même Mathieu, on a même eu l'occasion de faire du pain, etc. On a commencé notre premier chantier participatif, l'arrachage du poteau à linge. Hein, c'est un grand chantier. Slack, l'outil de partage. Je vois un message là, c'est Slack. Voilà. On a d'autres temps. Tu continues, Mathieu, s'il te plaît? Ma main, voilà. On a aussi beaucoup travaillé donc, avec l'atelier Cartouche et puis les cohabitants sur des ateliers de co-construction. Comme on était en autopromotion, on a tout conduit, quoi, hein, donc du début à la fin. Donc, beaucoup de travail d'atelier avec notre archi. Et là, pour la petite boutade, c'est devant et dehors. Vous pouvez voir en bas un peu la partie extérieure. Donc, l'année 2020 a été très, très dense en termes d'ateliers, hein, puisqu'on avait comme objectif de déposer notre permis au plus tard fin mars. Et en dehors des ateliers, on essaie aussi, alors la slide suivante, Mathieu, on essaie de passer des temps sans travailler. On essaie de ne pas mettre d'atelier ou de temps de travail. Donc, comme là, le week-end prochain, on part en week-end, tous. Voilà, on a un temps de partage avec les enfants. Pour les profils, je vais peut-être en profiter pour resituer un peu. On est donc 10 foyers, les 3 sœurs. Donc, sur les 10 foyers, on a 4-5 foyers en dessous de 40 ans, entre 28 et 37 ans, avec des enfants, 27, des couples. On a un couple quinca et puis personne que je suis, moi, quinca aussi. Et on a 2 personnes retraitées et la communauté des sœurs avec 2 retraités de 77 et 80 ans et puis une sœur burkinabé qui a 45 ans. Donc, en fait, la tranche d'âge, ça va de 2 ans à 80 ans dans le groupe. Voilà. Donc, on essaie de passer des week-ends et puis on se fait aussi des moments un peu de détente, après-midi jeu. Parce que travailler pour le projet, c'est bien, mais ces moments un peu informels, c'est important. Et puis, c'est important aussi pour partager la bière. N'est-ce pas, Mathieu? Nous sommes un groupe adepte de bière. Voilà. Voilà un petit peu comment on arrive à vivre quand même des temps ensemble, même si on n'est pas ensemble. Et puis déjà, il y a des échanges de la SIAC, on se fait aussi des échanges de biens, de services un peu spontanés. En fait. Voilà. Je ne sais pas, Mathieu, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, ça me paraît pas mal. Et c'est vrai qu'on a été un peu en manque à un moment de temps conviviaux
Ouais. avec ce distanciel. On est quand même nombreux. Il y a des personnes, en plus, il y a des personnes qui ne sont plus toutes jeunes. Donc, Tu peux mettre on a, la dernière diapo où on voit tout le monde? pardon, on a gardé nos distances et ça a pu être un peu éprouvant. Et là, c'est cool de pouvoir se retrouver ce week-end. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, voilà, de la charte, la présentation des familles, du projet, on a plus d'infos sur notre site web s'il y a des curieux. Le groupe est largement au complet. On a des personnes même en potentielle liste d'attente. Et puis pour l'actu, voilà, on a déposé notre permis de construire il y a 1 mois et demi. Donc on attend le retour de la mairie. Oui, on a partagé votre site là dans le Ok, chat. super. Si les participants veulent pouvoir retrouver un peu les éléments, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont partagées, voilà, qui sont disponibles sur le site. Donc c'est intéressant pour creuser un petit peu le sujet. Merci beaucoup Mathieu et Françoise. Quels sont un peu, donc voilà, là il y a le permis de construire qui a été déposé. Sinon, au-delà de l'attente justement de ce permis de construire, quelles sont un peu les prochaines étapes, les prochains temps qui sont prévus là sur la suite du montage du projet? Tu voulais y aller, Mathieu? Ouais, La prochaine étape importante, nous, c'est d'avoir l'accord du permis, donc qui est plus long que d'habitude parce que nous sommes en zone bâtiment de France, ABF. Donc, la date limite, c'est fin juillet. Et on attend, et je l'ai un peu dit dans le compte, on a aussi un voisin qui par principe, ne veut pas de projet. Donc, on craint un recours. Et s'il y a recours, forcément, il y aura un délai supplémentaire. Sinon, on passe à l'étape suivante de la phase professionnelle pour la concrétisation sur les aspects construction, enfin, consultation des entreprises pour lancer le chantier. Ouais, c'est ça. Le fait qu'on a un gros risque de recours, on n'a pas commencé la consultation des entreprises pour pas avoir à le faire 2 fois. Donc voilà, là on est un peu en pause. En stand-by, en attente En stand-by, ça serait un risque de trouver des contrats avec des professionnels et puis de devoir les reporter ou les annuler parce qu'on a un recours. En tout cas, il y a plein d'encouragements dans le chat et des bravos. Et une Merci. question de Patricia que je découvre à l'instant concernant la coopérative. Quel est le montant participatif minimum et quelles sont les contreparties suivant les parts que l'on a? Alors, Monsieur le jufiste, je laisse ouais, parler Mathieu parce qu'il est jufiste, juridique et financier. je fais partie de la commission juridique et financière. Le minimum syndical, on va dire, on a fixé un minimum d'apport de 1 000 € par personne, donc 2 000 pour un couple, sachant que dans la réalité, si chacun met que 1 000 €, le projet ne se fait pas. Donc le foyer qui a le plus petit apport, il est à 10 000 €. Mais il n'y a pas de contrepartie. Celui qui a mis 10 000 € ou celui qui a mis 100 000 €, il y a pas de ils ont droit à la même chose et d'ailleurs même que le foyer qui met 10 000 € a un logement, plus grand que d'autres qui auront mis, 70 000 ou 80 000 €. On a déconnecté en fait les moyens du logement. On est habitué à plus on peut mettre cher, plus on peut avoir un super logement. C'est pas forcément notre idée. Alors ça demande de la réflexion, on a beaucoup de débats encore d'ailleurs autour de l'argent. La question de l'argent, est pas si simple. Jusqu'où on va dans l'équité, dans l'égalité? Certains ont plus de moyens, d'autres moins. Bon après à la contrepartie, des parts sociales, on les récupère, hein. Donc celui qui a mis 100 000 récupérera aussi, ses 100 000 € en partant, qui seront majorés, avec ce qu'on appelle l'IRL, l'indice de référence des loyers, pour ne pas perdre d'argent, mais qui ne seront pas majorés x2 si le prix de l'habitat a flambé sur Clisson. Je ne sais pas si ça répond totalement à la question ou pas. Je pense que oui. Et Merci. pour les loyers et pour les redevances, pardon, c'est pareil, chacun essaie d'évaluer ce qu'il pouvait mettre et les redevances ne sont pas forcément corroborées à la surface. Oui. Le principe, c'est que si, par exemple, moi, je peux mettre un peu plus et que Françoise veut mettre un peu moins, eh bien, je mets plus qu'elle, enfin, par rapport au mètre carré. Et par contre, ce qui est en plus est transformé en part sociale pour ceux qui mettent un peu plus.
Et ceux qui mettent moins vont avoir moins de part sociale dans leur redevance. Une question complémentaire de Christine. Comment rembourserez-vous une personne qui a mis 100 000 € et qui s'en va? Alors, on va espérer qu'elle ne parte pas au tout début. Il y a plusieurs choses. Il y a le fait que la personne qui s'en va sera remplacée. Alors, peut-être qu'on sera obligé de mettre un minimum d'apport pour la personne qui arrive. Alors, 100 000, c'est beaucoup. Clairement, on ne va pas demander un minimum à 100 000, mais peut-être qu'on mettra un minimum de 50 000 on va faire des provisions. C'est pour ça qu'il ne faut pas que tout le monde parte dès le début. Mais voilà, dans nos charges, on a prévu des prévisions pour les départs. Et puis, on a un délai pour rembourser en coopérative, pour ne pas mettre la coopérative en péril. On a 5 ans pour rembourser les parts sociales. Voilà, la personne qui part sait qu'elle ne récupérera pas forcément 100 000 € tout de suite. Elle récupérera une partie, mais pas forcément tout de suite. C'est sûr que 3 personnes, si nos 3 plus gros apports s'en vont d'un coup, ça peut nous compliquer fortement la tâche. Mais on a confiance. Et puis, il y a aussi la possibilité qu'on peut avoir mis 100 000 €, partir ailleurs et puis laisser 10 000 € ou 20 000 € en part sociale dans une catégorie, ce qu'on appelle non-habitant, et les récupérer plus tard. Et pour les charges, alors les charges, c'est encore à débattre. Est-ce que c'est une répartition par personne? Est-ce que c'est une répartition en fonction de la surface individuelle? Est-ce que c'est une répartition en fonction des moyens de chacun? C'est quelque chose qu'on n'a pas tranché. C'est peut-être là que la solidarité va jouer plus ou moins, puisque le loyer, la redevance est quand même indexée sur la surface. Et puis, Merci Mathieu, vous répondiez à la question de Patricia oui, sur le je lisais en même temps, c'est pour ça. chat. Il y a une question aussi qui vient d'arriver de Claire, alors qui est pour les deux projets. Voilà, comment fait-on au début? Est-ce que vous étiez déjà sous le statut de coopérative ou juste sous un statut associatif? Comment faire, voilà, pour prendre en charge les premiers frais, notaire, architecte? Mathieu, vous pouvez nous donner quelques éléments? Ouais. Alors, on a été longtemps en asso, hein, la coopérative. Voilà, le projet existe, c'est lancé. Enfin, les prémices, c'est en 2013. Je crois, c'est ça, Françoise? L'association a été créée en décembre 2014. Voilà. Mais il y avait une petite démarche avant, l'asso en 2014, et la coopérative, c'est 2020. Avril 2020, on a déposé nos statuts. Il n'y a pas d'urgence à passer en coopérative. Tant que le groupe est en constitution, en travail, voilà, on était en asso. Et puis, l'asso paye les factures. Donc, nous, on donne de l'argent à l'asso, forcément. C'est-à-dire que là, voilà, on s'est réparti les factures. Les premières factures, on se les a réparties quand même en fonction de la taille de logement souhaité. On avait fait un petit prorata si on voulait 40 mètres carrés, 80 mètres carrés. Et globalement, les personnes seules voulaient un petit logement et les couples un peu plus grands. On a aussi, pas tout le temps, mais souvent un peu plus de revenus à deux que tout seul. Donc voilà, on essaie de se répartir les factures comme ça. Et on a pu, on a pu transférer ce qu'on a avancé sous le format associatif, on l'a après retranscrit en part sociale dans la COP. En fait. Oui, aujourd'hui, on a fait une reconnaissance, un transfert de factures entre la COP et l'asso. Non, entre l'association et la COP, Mathieu. Dans les deux sens. Ouais. Et donc, l'association, on la garde malgré tout. Enfin, on la garde parce qu'elle permet aussi tout le volet. Par exemple, dimanche, on organise, la semaine prochaine, on organise des portes ouvertes. Donc, tout le côté animation, c'est intéressant de garder aussi l'association. On a décidé de garder les deux structures, en fait. Merci beaucoup. Ces journées portes ouvertes, justement, la Françoise dont vous parliez, quelles sont les modalités? Est-ce qu'elles sont ouvertes à tous? Est-ce que des participants de ce soir peuvent éventuellement y participer ou... Oui, en fait, c'est ouvert aux personnes qui s'intéressent à l'habitat participatif et à ce projet-là. Après, on a une question de jauge. On va essayer de filtrer, mais parce qu'on a une question de jauge sur les groupes. Après, le groupe peut toujours prendre contact, envoyer un petit message par notre site, et puis on pourra un peu dire à quel moment c'est peut-être plus fluide.
C'est le samedi 12 juin après-midi. Merci pour ces précisions. Claire demandait aussi, je crois que vous en aviez parlé un petit peu au début, mais qui vous a accompagné pour tout ce montage et notamment sur le volet Alors, c'est financier? notre fameux petit chaperon rouge des cohabitants. Voilà. C'est Olivier Sansetti qui nous a accompagnés au départ. Et en fait, les premières charges, je voyais tout à l'heure quelqu'un poser la question sur architecte, notaire, ce n'est pas forcément les premiers frais qui arrivent. En fait, avant, quand on est avec le notaire, c'est qu'on a déjà un terrain et qu'on est en train d'acheter. Mais avant, il y a tout ce travail d'essayer de voir, de chercher un terrain, d'accompagner le groupe sur ce qu'on a envie de vivre, si on veut être en autopromotion ou avec un bailleur. Nos premiers frais, Mathieu, hein, si je me souviens bien, ça a été surtout les cohabitants quand même, le travail d'accompagnement. Il y a eu les cohabitants et puis 1 ou 2 intervenants ponctuels qu'on avait, Oui, c'est ça. Ouais. qu'on avait missionnés pour des points précis. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Puis voilà, sur le premier terrain qu'on avait eu, il fallait faire une faisabilité, pour voir si le projet est faisable. Bah, ça se paye auprès d'un architecte. Alors, c'était 2 000 ou 3 000 euros. C'est pas énorme à l'échelle du projet aujourd'hui, mais à l'époque, forcément, on se dit, voilà, sans être sûr que ça se fasse, on prend forcément un petit risque financier. Super, merci pour ces éléments complémentaires. N'hésitez pas, s'il y a encore quelques questions, on peut en prendre 1 ou 2. Il y a une question donc, de Fabrice. Si j'ai bien compris, ce sont des logements neufs à côté d'une bâtisse existante. Que devient la bâtisse dans le projet? En fait, le lieu, il y a donc une maison qui est occupée par les sœurs, qui est habitable, qui va être transformée en 3 duplex, plutôt famille, et la chambre d'amis. Donc là, on est dans de la réhabilitation avec maison classée bâtiment remarquable, donc avec beaucoup de contraintes de bâtiment du architecte du patrimoine. On a une maison ancienne qu'on appelle la maison du jardinier, qui va être plutôt l'espace collectif avec la salle commune, l'atelier, une cuisine. Et puis, on aura du neuf. Donc, c'est 8 logements, hein, Mathieu? 8 logements dans le neuf, oui. Voilà, avec une buanderie dans la réhabilitation et une buanderie dans le neuf aussi. Voilà, c'est un chantier qui est un peu complexe pour les archis. L'atelier cartouche, ce n'est pas un chantier simple parce qu'à la fois, il faut gérer les contraintes bâtiments de France et il faut gérer aussi les contraintes entre la réhab et puis le neuf. Et puis les contraintes financières aussi avec le budget parce qu'il a fallu qu'on fasse des économies. Donc, c'est un peu compliqué, mais c'est faisable. Je ne sais pas si ça a été c'est assez précis. Si, je pense que ça répond à la question de Fabrice. Élodie, vous a reparlé, parce qu'on parlait de l'écohabitant. Florence est d'ailleurs connectée, si Florence, tu veux dire quelques mots. Et Élodie vous a repartagé le site internet de l'écohabitant. Fabrice pose une question supplémentaire sur le coût de la rénovation. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des billes, déjà des éléments sur ce point-là. Ça a été un peu la grande question du chiffrage, parce que du neuf, les archis savent très bien le chiffrer, sans faire trop d'erreurs. La réno, c'est toujours source de surprise. Au début, elle avait été estimée assez bas, en comptant qu'on allait faire beaucoup de choses. Le groupe a choisi de ne pas faire énormément par rapport à d'autres groupes. Voilà, on va se limiter à un peu de démolition de quelques parois, un peu de peinture, enfin voilà, vraiment des finitions. Donc voilà, on a rehaussé un peu le coût de la réno qui au final est pas beaucoup plus bas que le coût du neuf. Tu as une idée, parce que je sais que le coût global pour la construction et la réno, on est à 1,5 million, c'est ça? Alors, Mais je n'ai pas le coût dans les 1,5 million, il y a la réno compris dedans. Je ne me souviens plus, Mathieu, tu sais, il y avait un document qui a été donné par Atelier Cartouche sur les 1,5 million. Le bâtiment qu'on rénove fait 240 mètres carrés. Alors je reprends un peu. Ouais, le coût global, en fait, on est autour de 1,5 million. Au mètre carré, parce que dans le chiffrage, c'est souvent au mètre carré qu'on compte. On est sur les estimations à 1 550 en neuf et à 1 300 € en réno, hors taxe.
voilà, la réno est estimée un petit peu moins chère, mais pas une énorme différence. C'est lié aussi au choix que vous avez pu faire Parce aussi. que voilà, au choix de ne pas faire énormément d'autoconstruction. On Mhm. a fait déjà toute la partie autopromotion. Voilà, on se limite sur l'autoconstruction. Mais c'est lié aussi à la typologie du groupe, au dispo ou aux capacités de chacun. Super, On n'a pas merci. que des jeunes, on n'a pas que des personnes jeunes et pas forcément en très bonne santé. Donc voilà, et puis question du temps. Ah oui, Bon. je vois qu'Élodie transmet. Ouais, il y a aussi l'atelier cartouche, le site qui est partagé. Fabrice qui vous remercie pour les réponses. Et une nouvelle question qui arrive. Quel est le statut du terrain? A-t-il été acheté aux sœurs? Mathieu, je te laisse répondre. Alors, pour le moment, c'est une promesse d'achat qui sera validée le jour où on a l'obtention du permis. Il faut l'obtention du permis de construire pour valider l'achat. Et on a eu de la chance, pardon, Françoise, d'avoir travaillé avec les sœurs, puisque voilà, on a commencé avec elles en 2018, quand elles ont mis le terrain en vente. Elles n'ont toujours pas touché un euro. Elles ont même payé des trucs, je crois. Donc voilà, c'est avec un particulier, ça n'aurait pas pu être aussi simple d'avoir ce délai de 2 ou 3 ans qui est assez énorme hein, dans l'immobilier. Et c'est chouette qu'elles aient voulu travailler avec nous et pas le vendre à un promoteur ou un particulier qui aurait pu l'acheter tout de suite. Et j'ajoute aussi, Mathieu, c'est qu'on a eu un notaire. Le notaire des sœurs était quelqu'un de très, comment dire, très favorable à la démarche. Et ça, c'est aidant aussi. C'est-à-dire qu'il n'a pas cherché à mettre des bâtons dans des roues et il a vraiment été soutenant. Parfait, parfait. Merci beaucoup. Hein. C'était très clair, toutes vos explications. Merci. Merci Mathieu, merci Françoise. Et puis, Et ne merci pas hésiter à aussi aller sur notre Nathalie. site. Hein, Audrey, il y a plein d'éléments sur un… Oui. Elodie l'a partagé, hein, justement. Elle a D'accord. partagé le lien direct du site, le renvoi vers la charte, etc. Et de toute façon, j'en profite pour vous dire à tous qu'on vous enverra là d'ici la fin de semaine un mail récapitulatif où on vous renverra de nombreux éléments et notamment des liens qui ont pu être partagés aujourd'hui là dans le chat. Où vous pourrez à tête reposée rebalayer un petit peu tous ces éléments. On va finir juste par quelques actus. Merci beaucoup à vous trois, en tout cas Nathalie, Mathieu et François. C'était un plaisir de vous écouter. Et voilà, je vais juste vous partager un document qu'on met à jour à la Maison de l'Habitant qui vous permet d'avoir quelques informations, juste le temps que ça arrive. Voilà, c'est ce petit flyer-là. Certains l'ont peut-être déjà reçu par mail en contactant ma collègue Élodie. L'idée, c'est que vous puissiez retrouver, excusez-moi, tous les projets qui sont en cours. Alors voilà, vraiment sur des lancements de projets ou des projets qui sont déjà lancés depuis certains mois ou un peu plus, mais sur lesquels il reste encore des places disponibles. Voilà, le but, c'est vraiment de pouvoir vous mettre en relation avec les professionnels, opérateurs ou autres, ou des habitants, sur lesquels il reste encore des places. Marie, tu voulais peut-être ajouter 2-3 mots à ce sujet-là. En tout cas, ce document-là, Élodie l'a déjà partagé normalement dans le chat, je crois que je l'ai vu passer tout à l'heure. Et sinon, on vous le renverra, il est accessible sur le site de la DIL. On vous le renverra aussi d'ici la fin de semaine dans le petit mail récapitulatif. Oui, c'est un document qu'on actualise de toute façon en partage entre les cohabitants, la métropole, enfin avec un faisceau, on va dire, de convergence d'informations un peu sur les différents projets qui sont soit inscrits effectivement dans l'initiative métropolitaine ou qui sont des initiatives aussi habitantes, et tant mieux que ça permette d'avoir l'ensemble de cette visibilité sur les projets engagés. Je voulais juste préciser là dans les questions en fait qui avaient été aussi posées, parce que notre souhait au niveau de la métropole, c'est que justement on favorise des projets accessibles dans la mesure du possible à tous. Et donc du coup, c'est vrai que la question de en autopromotion, il y a aussi cette question effectivement de l'avancement des frais, et ça c'est un point aussi qui souvent peut poser difficulté. Donc l'accompagnement généralement aussi par un opérateur, ça facilite ça aussi, ça facilite quand même la question de la gestion financière aussi et juridique du projet. Voilà, je tenais juste à le préciser parce que c'est souvent des choses qu'on n'a pas forcément à l'esprit. Et bon, là, ça a été très clair, en tout cas, pour la coopérative d'habitants. Mais c'est important de bien prendre en compte ces éléments-là, en tout cas, d'avance de frais et de financement aussi
d'autofinancement du projet. Mais la coopérative d'habitants permet aussi une forme de solidarité et ça, c'est très chouette. Voilà, je te relaisse la main pour la clôture. Merci beaucoup, Merci à Marie. tous. Merci. Une date à retenir, le 21 juin, il y a l'association Alage qui tient une permanence à la Maison de l'Habitant sur rendez-vous. Voilà, si vous vous questionnez un petit peu sur votre habitat, notamment sur la question du vieillissement, si vous voulez avoir un peu un temps d'échange privilégié avec l'association, c'est possible, ça doit être un lundi, si mes souvenirs sont bons, lundi 21 juin. Et l'autre information aussi qu'on voulait vous passer, c'est qu'on devrait bientôt pouvoir se retrouver en présentiel, puisque notre rencontre mensuelle de juin prendra la forme en fait d'un ciné-débat qu'on organise conjointement avec le cinéma Bonne Garde, situé voilà, au sud de Nantes, pas très loin de Pirmil. Et ça, ce sera le lundi 28 juin à 19 h. Alors, les réservations ne sont pas encore ouvertes, mais ça ne devrait pas tarder. Ça devrait être disponible dès la fin de semaine prochaine. C'est un format de 2 heures avec la projection d'un documentaire. On sera sur la thématique l'habitat participatif comme projet de vie. Donc, un documentaire de 40 minutes. Et puis, plusieurs acteurs locaux, associatifs, institutionnels et des collectifs d'habitants, la Belle Ouest, la Boîte Noire, seront présents pour venir témoigner et puis échanger avec vous. Je suis désolée, le partage d'écran ne fonctionne pas, mais de toute façon, on vous renverra tous ces éléments-là dans le petit mail récapitulatif. On vous remettra aussi nos coordonnées. Si vous voulez suivre un peu les actualités de l'habitat participatif, si vous voulez recevoir notre lettre d'information mensuelle, n'hésitez pas, vous nous en ferez un petit retour de mail et puis on pourra vous inscrire. Ça va vous permettre à chaque fois de connaître la prochaine date, les prochains intervenants et thématiques. Et puis, on vous réindiquera aussi l'adresse mail gérée par Marie notamment, si voilà, vous avez des questions sur les projets faisant partie de l'initiative métropolitaine. Désolée de ne pas pouvoir vous partager, je ne vous vois même plus, donc je ne vois plus non plus vos commentaires. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre présence ce soir. On vous renverra aussi le lien du replay, voilà, si vous voulez revisionner un petit peu tout ça et le partager autour de vous. On vous indiquera également le lien. Merci beaucoup à nos intervenants et puis je vous dis à très vite. Bonne soirée.